du sujet des images et de projets participatifs, mais déjà, la demande, hein, c'était sur qu'en est-il des images dans les musées. Alors, je vais faire comme Vincent, hein, je vais un peu remonter dans le temps, et effectivement, le sujet des images dans les musées est un sujet absolument essentiel, euh, parce que dès l'Ancien Régime, hein, quand il y avait des collectionneurs, des amateurs ou le pouvoir royal, eh bien, on faisait graver une partie de sa collection pour porter à connaissance. C'était aussi un outil de prestige, mais c'était aussi pour, notamment au siècle des Lumières, hein, un outil de partage de connaissances. Et comme les musées se sont trouvés pour partie héritiers de ces collectionneurs, que ce soit le pouvoir royal ou que ce soit des amateurs, eh bien, les musées ont poursuivi cette tradition. Mais avec une difficulté, évidemment, qui était les coûts de reproduction. Payer un graveur, ça coûte cher. Ou par la suite, quand on avait la photographie, y compris argentique, jusque dans les années 1990, hein, faire des photographies et avoir du tout illustré, ça n'était pas évident. Vous avez peut-être vu ces inventaires des collections publiques françaises où toutes les photos étaient petites en noir et blanc, et c'était déjà un grand progrès par rapport à une présentation très sélective. Vous voyez un exemple d'une œuvre appartenant donc aux collections royales qui a été gravée pour porter à connaissance de la collection. Alors à la fois souci pédagogique, vous voyez cette gravure très qui montre d'abord l'intérieur du port de Brest, donc on montre ce que sont les ports de France sous le bon gouvernement du roi, et puis on montre aussi ce que sont les collections. Alors, on peut vraiment parler d'une révolution du numérique, hein, très récemment. Pourquoi c'était une révolution du numérique dans les musées? Parce que on a vu arriver et ça n'a pas été tout au début du numérique, hein, parce que les premiers boîtiers numériques étaient vraiment extrêmement chers et puis très vite dépassés, mais il y a quelques années, on a vu apparaître des matériels qui étaient d'un prix relativement raisonnable, voire très raisonnable, et qui permettaient à des amateurs de faire des images d'une qualité acceptable dans des conditions de prise de vue peu favorables. Je suis en haut d'un escabeau et l'œuvre est suspendue, etc., ou dans l'escalier de la mairie, etc. Et tout ça a des coûts extrêmement faibles et on peut faire autant d'images que l'on veut. Donc, ça a été pour les musées qui ont évidemment des œuvres figuratives pour la plupart, eh bien, c'était absolument une révolution. Donc, j'ai mené plusieurs enquêtes auprès des musées, de l'ensemble des musées de France, hors musées nationaux, parce que les musées nationaux bénéficient, eux, des services de l'Agence photographique de la Réunion des musées nationaux. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui se passait dans les musées qui ne dépendent pas de la Réunion des musées nationaux, hein, donc les musées de collectivité, musées associatifs, etc. Donc, j'ai obtenu 458 réponses. Alors, j'avais fait une première enquête en 2011, et la première enquête de 2011 était absolument lamentable, puisque, enfin, totalement désespérante, plus exactement, puisque on me parlait de 4 millions d'objets ayant une image. 4 millions, et on estimait hors histoire naturelle, hein, parce que l'histoire naturelle est vraiment un poids très lourd. Donc, hors histoire naturelle, on parle de environ 43, entre 43 et 51 millions d'objets. Donc, 4 millions d'objets numérisés, j'avais fait le calcul, à ce rythme, on aurait l'exhaustivité des collections numérisées dans 2300 ans. Donc, en espérant que les technologies évolueront d'ici là. Donc, vous voyez, c'était un peu affligeant. Et puis l'obligation de récolement dans les musées, et puis l'apparition de ces petits appareils photo ont permis d'avoir une augmentation très sensible du nombre d'images. Et donc, en 2016, en l'espace de 5 ans, donc, on était passé de 4 millions à plus de 12 millions de notices illustrées. Alors, combien d'images en réalité? Parce que vous savez bien que pour un objet, il peut y avoir N images. Et donc, ça ne nous dit pas exactement combien de clichés on peut avoir, notamment quand on a des œuvres en 3 dimensions. Alors, pour nos amis des muséums, hein, évidemment, j'ai mis cette brochette enfin, ces brochettes de coléoptères, vous voyez, un carton, sous un numéro d'inventaire, vous avez 1249 spécimens. Donc,
une image pour n spécimens. Mais à l'inverse, on peut avoir n images pour un objet. Donc, vous voyez, une boîte de 100 coquilles d'une seule et même espèce sera considérée comme un item. Voilà, donc le petit objet, enfin la partie encadrée en rouge, vous voyez, là en haut, c'est un item. Et donc, les calculs à partir de l'histoire naturelle, mais c'est aussi la même chose quand on a des objets techniques, des objets industriels, même des objets de beaux-arts, parce que vous avez des étiquettes au revers, des dessins qui peuvent être recto verso, les médailles sont double face, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on a beaucoup plus d'images que ces 12 millions d'images, même près de 13 millions d'images. Donc, ça m'a amené à en déduire qu'en 2016, on avait près de 30% des collections qui étaient numérisées. Et aujourd'hui, et près de 40% informatisées, puisqu'on avait aussi des notices sans images. Donc, vous imaginez que depuis 2016, les choses ont progressé. Et donc, ça, après mes 2300 ans pour avoir les collections en ligne, les images des collections en ligne, on arrivait cette fois à un rapport qui était de, eh bien, en quelques décennies, peut-être même en moins de 2 décennies, en une décennie, on pourrait avoir l'exhaustivité des collections des musées de France, toujours en histoire naturelle, en ligne. Alors, néanmoins, il se trouve que l'enquête faisait apparaître qu'une majorité de ces images, et vous en avez déjà fait la déduction, j'imagine, ont été faites en cours de récollement avec des petits appareils photo par des amateurs. Et que donc, il s'agit d'images de travail. Et que seuls, d'après ce que m'ont répondu la plupart des musées, seuls 25% des images étaient jugées de qualité éditoriale. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture, mais aussi le ministère de la Recherche le fait pour les collections naturalistes, le ministère de la Culture met en œuvre, via les directions régionales des affaires culturelles, un programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels qui permet aux musées de soumettre des dossiers pour une numérisation de qualité, même une numérisation de 3D, parce que vous savez que dans les musées, on a beaucoup d'objets en 3 dimensions. Alors, tout ça pourrait sembler merveilleux, mais pour avoir regardé ce qu'il en était de la mise en ligne, j'ai pu constater, et les chiffres n'ont guère changé aujourd'hui, 5 ans après, que aujourd'hui, pour les musées de France, nous avons environ 1 million d'objets en ligne, avec un certain nombre de doublons, puisque vous avez des bases locales, régionales, nationales, et que donc, une même notice peut être à la fois sur une base locale, sur la base je prends le Palais des Beaux-Arts de Lille, par exemple, a des objets qui sont en ligne sur la base locale et qui sont aussi en ligne sur la base nationale Joconde. Donc, vous voyez, on a des doublons. Et pourtant, les musées disposent des outils ou de plateformes. Joconde, je viens de parler de Joconde. Joconde, c'est une plateforme qui est mise à disposition des musées de France par l'État. Chaque musée peut publier librement, gratuitement, ses collections sur ce catalogue collectif, l'objectif étant de créer le catalogue collectif des collections des musées de France. Pour faire suite à cet inventaire, j'ai parlé tout à l'heure des inventaires des collections publiques françaises, l'idée, si vous voulez, un peu d'histoire, là encore, dans les années 1970, un certain nombre de conservateurs du Louvre et du Musée national des arts et traditions populaires à l'époque aussi, étaient responsables des inventaires des collections publiques françaises, ces inventaires étant publiés par la Réunion des musées nationaux. Et ils voyaient bien que l'on peinait à créer ces inventaires qui sont indispensables pour la recherche, pour la conservation. Et donc, à ce moment-là, donc milieu des années 70, apparaît l'informatique. Mais alors, pas du tout de micro-informatique, c'est de l'informatique lourde. Et ces conservateurs qui souvent étaient proches de la retraite, d'ailleurs, qui n'auraient jamais touché à un clavier de machine à écrire, ils ne savaient même pas s'en servir. Il n'y avait pas d'image à l'époque. Vous voyez, on pouvait faire de la saisie à partir d'un bordereau papier qui était ensuite saisi par un atelier de saisie, passé sur un gros système au bout de 6 mois. 6 mois entre le moment où on remplissait le bordereau papier et où il était interrogeable via un réseau Transpac, donc pas ouvert à tous, etc. Et pourtant, ces conservateurs se disent, c'est l'avenir, c'est ça. C'est avec ça qu'on va faire les inventaires des collections publiques françaises. Vous voyez, il fallait être totalement utopiste et un peu visionnaire quand même pour avoir eu cette idée. Et ils l'ont eu. Et donc,
ils ont considéré la création de la base Joconde, elle remonte à ça, au milieu des années 70, c'est-à-dire on va faire l'inventaire des collections publiques françaises, un outil partagé qui va permettre à tout, d'abord ils pensaient conservateurs de musées, à tous les conservateurs de musées de France de savoir ce qu'il y a dans les collections, de faire progresser la recherche. Alors, ensuite, il y a eu le Minitel, ne riez pas, il y a eu le Minitel, on est passé sur le Minitel, puis ensuite Internet très tôt, en 94, on est sur le Minitel, et puis ensuite, évidemment, on passe au Web 2.0, etc. En tout cas, si j'en viens à ma mise en ligne, effectivement, on pourrait penser que si seulement 25% des images numériques sont de qualité éditoriale, ça explique que toutes les images ne soient pas en ligne. Mais ça n'explique pas qu'il n'y en ait qu'1 million. Il devrait au moins y en avoir 4 millions, vous voyez, si c'est 25%. Donc, 4 millions en ligne. Donc, ça n'est pas la raison. Les freins, ils sont divers et variés. Je ne vais pas me lancer dans le sujet, mais il y a, je pense, alors que les musées nord-américains ont massivement mis en ligne leurs images, des images en haute définition, et je ne parle pas de petits musées, je parle du Metropolitan, la première, la National Gallery de Washington, qui dépend du Congrès des États-Unis, le Metropolitan Museum, le musée de Boston, l'Art Institute de Chicago, j'en oublie beaucoup d'autres, enfin des poids lourds, le musée de Los Angeles, le Getty, etc., ont mis leur collection en ligne, en haute définition, librement réutilisable pour tous usages, y compris commerciaux. Et alors là, je fais quand même une petite parenthèse parce que c'est un enjeu aujourd'hui, je vais en parler avec le musée de Bretagne, mais c'est un enjeu aujourd'hui. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, les musées français, à 3 exceptions près, la ville de Reims, les musées de la ville de Paris et le pionnier, le musée de Bretagne, n'ont pas fait ce choix d'ouvrir leurs images. Et que se passe-t-il? Eh bien, les collections françaises disparaissent de l'édition et disparaissent de la recherche. J'en ai parlé très récemment avec mes collègues des musées des arts décoratifs. J'évoquais ce sujet et l'après-midi même, ils m'envoyaient un mail en disant « Pour illustrer ce que vous nous aviez dit ce matin, on vient de recevoir un gros ouvrage sur la faïence européenne. » Eh bien, il n'y a pas une seule image provenant d'un musée français. Toutes les images viennent de musées nord-américains, nordiques, tous les musées qui ont ouvert leurs images. Donc, ça veut dire que les musées disparaissent du paysage. Ils disparaissent non seulement de la recherche, mais y compris d'ouvrages de vulgarisation. Parce que les éditeurs disent allons chercher des images là où il y en a. Et certes, nos collections sont prestigieuses, mais on peut relativement facilement trouver des équivalents dans des musées autres, nordiques, nord-américains, etc., qui ont des images d'œuvres de qualité sensiblement les mêmes. Donc, vous voyez, le risque, il est extrêmement important. Alors, il faut quand même, la ville de Paris, d'ailleurs, a franchi le cap. Le centre de recherche et de restauration des musées de France, C2RMF, a été pionnier aussi dans ce protocole, le 3IF, que j'évoque maintenant, qui est une démarche de mise en commun de silos, justement, d'images en haute définition. L'idée étant aussi de développer, ils ont développé un visualiseur qui s'appelle Mirador et qui permet aujourd'hui de visualiser des images en très haute définition. Vous voyez, là, je suis au Getty, j'ai cette image de Monet, et bien voilà, je peux aller jusqu'à cette qualité de définition que vous ne pouvez même pas voir à l'œil nu parce que vous ne pouvez pas approcher suffisamment du tableau pour le voir. Mais, chose importante aussi de Mirador, Mirador permet d'intégrer des images venant de plusieurs musées, de les comparer. Vincent a évoqué ce sujet avec le projet Iconolab que nous avions mené ensemble. Eh bien, là, Mirador permet aussi de détourer l'image, de prendre des détails, de les annoter, de créer des expositions complètement virtuelles, des parcours. Et certains musées l'ont fait, l'ont utilisé à cette fin. Donc, vous voyez, et c'est, à notre sens, un outil extrêmement important, gratuit, libre, et que l'on peut utiliser facilement, à condition d'avoir des images en haute définition et libres de droit. Et donc, c'est des orientations vers lesquelles on voudrait que les musées se dirigent. Alors, j'en viens rapidement aux démarches participatives. Je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été évoqué, mais
je dois dire qu'elle reste exceptionnelle dans les musées, et pas uniquement en France, parce que c'est effectivement, si les musées nord-américains et nordiques ont massivement mis leur collection en ligne, librement réutilisable pour tous usages, y compris commerciaux, eh bien, pour les démarches participatives, alors je ne dis pas que j'ai écumé tout ce qui a été fait, mais j'ai regardé quand même un grand nombre de choses, et je vous en ai sélectionné certaines, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vous mentionne une, parce que c'est un musée dont on ne parle pas forcément, et pour vous montrer que ces démarches, elles peuvent être faites également par des institutions modestes. Le musée des Marais Salants, en Bretagne, enfin en Loire-Atlantique plus exactement, eh bien, il y a quelques années, la responsable des collections du musée a décidé de numériser l'ensemble de son fonds, d'un fonds graphique. Il l'a mis en ligne et a dit « Ok, cet été, on va faire une exposition sur ce fonds. Je vous demande, à vous, internautes, de sélectionner les œuvres que vous voudrez voir exposées. Et je vous demande aussi de contribuer à la documentation de ces collections. » Donc, ça a été fait. Ça a été, et ça a eu un certain succès. Alors, il y avait eu un précédent, et c'est parce que j'avais discuté avec la responsable du musée de ce précédent qu'elle a eu cette idée, mais elle est allée plus loin que ce qu'avait fait le Chrysler Museum aux États-Unis. Vous voyez, le Chrysler Museum, il y a quelques années, a fait exactement cette démarche, numériser les collections, mis en ligne les collections et demandé aux communautés de faire la sélection des œuvres à exposer. Vous voyez, l'effort, il est dit, enfin, parce que ça a été évoqué par rapport au Palais des Beaux-Arts de Lille. Pourquoi est-ce qu'on choisit telle scénographie, etc., etc. Vous voyez, le conservateur, ou le commissaire d'exposition, il a son idée, il sait quelles œuvres il va mettre ensemble, lesquelles les unes par rapport aux autres, etc., etc., la chronologie, etc. Vous voyez la difficulté de l'exercice, là. Là, c'est les internautes ont choisi des œuvres et ensuite les conservateurs ont dû documenter les œuvres et puis trouver une scénographie, inventer une scénographie, comment faire pour que des œuvres qui ne vont pas forcément facilement ensemble, comment faire pour qu'elles aillent bien ensemble. Vous voyez le challenge important que c'était. Donc, inspiré par cet exemple, eh bien, donc, le musée des Marais Salants a fait la même démarche, mais en faisant un pas supplémentaire, puisqu'il demandait à des internautes d'aider à documenter les œuvres avant l'exposition. Alors, un autre point de vue également intéressant qui a été fait à une époque à Manchester, la Manchester Art Gallery. Vous savez, quand on arrive sur un site de musée, très généralement, on vous dit les chefs-d'œuvre. Vous voulez voir les chefs-d'œuvre. Mais les chefs-d'œuvre par rapport à qui, à quoi? Qui est-ce qui considère que c'est un chef-d'œuvre? Qui considère que c'est un chef-d'œuvre? Eh bien, l'équipe de Manchester s'est posé la question en disant c'est nous, conservateurs, qui considérons que ce sont des chefs-d'œuvre, ou un certain nombre de sachants, je pourrais dire, considèrent que ce sont des chefs-d'œuvre. Eh bien, eux ont remis les choses à plat et ils ont dit qu'est-ce que vous, internautes, vous considérez comme des chefs-d'œuvre? Et en fait, ils ont fait une sélection de chefs-d'œuvre qui étaient opérés à la fois par l'équipe du musée et par les internautes. Et c'était le plus petit commun dénominateur de voilà ce que les uns et les autres nous considérons comme des chefs-d'œuvre. Et ce n'est pas forcément. Donc, ça veut dire que les œuvres qui, traditionnellement, pour les historiens de l'art, étaient considérées comme des chefs-d'œuvre, ont été évacuées. Parce que les internautes ont dit bon, ça, il y a que vous qui dites que c'est des chefs-d'œuvre, mais nous, on n'en est pas complètement et intimement persuadés. Vous voyez la démarche? Alors, ce sont des exemples de démarche participative. Il y a aussi une démarche d'identification. Alors ça, nos collègues archivistes ont été parmi les premiers à se lancer dans cette démarche de aidez-nous à identifier. Nous avons des images, aidez-nous à les identifier. Donc le réseau des musées de Normandie, des musées de Normandie, donc qui a informatisé une partie des collections et appelle aussi les internautes à identifier un certain nombre d'objets. Aidez-nous à identifier ces objets. On ne sait pas à quoi ça servait, on ne sait pas qui ça peut représenter. Peut-être vous, avez-vous l'information. Vous voyez, ça veut dire qu'on ouvre le musée, d'un seul coup, on se met à considérer que la connaissance, elle n'est pas uniquement dans le musée. Elle se trouve aussi à l'extérieur. Et bien sûr, c'est tout à fait naturel, puisque les collections des musées, elles concernent tous les types d'activités humaines.
Donc, forcément, le conservateur qui, lui, va être spécialiste, par exemple, de la peinture contemporaine des années 1950-1980, eh bien, lui, il n'a pas forcément une connaissance pour certains objets. Je ne pense pas nécessairement à des objets archéologiques, mais ça peut être des objets ethnologiques. À quoi ils servaient, etc., etc. Tiens, cette photo, ça représente telle ville à tel endroit, qui le sait, etc. Et c'est la démarche qu'a eu le musée de Bretagne. Donc, non content d'ouvrir toutes ces images pour tous usages, y compris commerciaux, le musée de Bretagne a aussi demandé à des communautés d'identifier un certain nombre d'images pour lesquelles ils n'avaient pas d'identification possible. Alors, ils ont mis des... Vous pouvez même le faire par mail. Enfin, vous voyez, en cas d'urgence, briser la glace, on peut s'inscrire, mais on peut aussi simplement envoyer un mail en disant bah, cette image, je pense que c'est oui, tel lieu. Et donc, vous voyez ici, vous avez des personnes qui contribuent à identifier et qui disent bah, ça, c'est tel endroit, etc. etc. Et la directrice du musée, que j'ai eu il y a 2 semaines maintenant, pour voir comment ça avait été, enfin, les retours sur investissement, en quelque sorte, hein, de cette démarche, m'a dit que ça avait été extrêmement bien perçu, notamment régionalement. Alors, c'était important parce que, vous le savez sans doute, l'ethnologie est une discipline qui est en perte de vitesse. Et la directrice du musée de Bretagne est aussi très active dans le domaine de l'ethnologie, et c'est un de ses soucis. Et l'ouverture des images pour tous usages, y compris commerciaux, cette démarche aussi, ça a été de démontrer que l'ethnologie n'est pas morte et qu'il y a une demande, qu'il y a un besoin et qu'il y a des propositions qui peuvent être faites par les musées et qui peuvent être partagées. Vous voyez, elle a réintroduit le musée comme un lieu dynamique d'échange et de partage avec les communautés. Alors, ça faisait suite à une première expérimentation faite par le musée de Bretagne. Je vous le montre pour vous montrer, pour que vous voyez qu'ils avaient essuyé les plâtres très tôt. Vous voyez, en 2013, ils avaient déjà mis des images et identifié. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de personne dédiée pour répondre. Et vous voyez que le musée s'est réveillé tardivement parce qu'un internaute s'est un peu fâché. Il avait, le 5 mars, il avait dit « Attendez, nous, on vous fait des propositions, vous ne réagissez pas. » Et le musée, simplement, le 11 avril, se réveille en disant « Ah oui, oui, oui. » Bon, depuis, le musée a fait amende honorable, mais ils ont avoué d'ailleurs que ça avait été très dommageable pour leur image. Mais là, cette fois, avec cette nouvelle vision, cette nouvelle proposition, ils ont complètement retourné la situation et de nouveau recréé des communautés autour de leur collection. Alors, nos collègues britanniques aussi ont été pionniers dans la matière, hein, aussi en la matière. C'est pas par hasard que c'est le pays de Conan Doyle et Agatha Christie. Vous voyez, ils demandent à un certain nombre d'internautes de mener l'enquête. Hein, on mène l'enquête sur les collections, qu'est-ce que ça peut être. Et vous voyez que les échanges sont des échanges absolument extrêmement nourris sur pourquoi dites-vous que, etc., etc. Enfin, c'est assez passionnant, je vous conseille d'aller voir. Vous verrez que ce n'est pas simplement ah ben, je pense que c'est un tel. Non, non, c'est pourquoi dites-vous que c'est telle personne, parce qu'en telle année, etc., etc. Et vous voyez, il y a vraiment des démarches très, très, très constructives. Alors, le pionnier, à ma connaissance, c'est le Walters Art Museum à Baltimore, aux États-Unis, qui, lui, avait demandé très tôt aux internautes de taguer les images. Avait dit, on met nos collections en ligne, mais nous, on ne peut pas les décrire, on n'a pas le temps matériel, donc c'est vous qui allez poser les mots-clés. Vincent a évoqué, je vous montrerai après les Joconde Lab pour conclure, mais c'était vraiment cette idée de nous allons co-construire de la connaissance grâce à vous. Alors, vous voyez ici que les tags, mais c'est un peu le risque, vous voyez, parce que vous avez des tags, en même temps qui sont intéressants, vous voyez, patriotiques, vous avez des termes, voilà, Navy, naval, ça peut peut-être être un peu équivalent, un cool, alors le cool, qu'est-ce qu'on en fait? Un wow, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, nice, tiens, c'est intéressant en même temps. Peut-être qu'il y a une analyse à faire. Vous voyez, donc il y a tout un travail. Alors, ensuite, effectivement, ça vous donne des vocabulaires avec des fautes d'orthographe, des synonymes ou quasi-synonymes, bible et biblique, des termes dénués d'intérêt, because I know, vous voyez, des concepts très proches, beautiful, beauty. Bon, il y a clairement tout un travail à faire ensuite d'analyse des vocabulaires qui ont été retenus, puis aussi de création de liens
ou de hiérarchie entre tous ces termes. Mais vous voyez que là, on est vraiment dans la co-construction de connaissances. Les Anglais, je l'évoquais, ont fait la même chose, mais pour éviter, en même temps que les vocabulaires partent, en même temps, ça a un intérêt que les vocabulaires partent dans tous les sens, entre guillemets, mais en même temps, les Anglais, ils ont préféré, vous voyez, proposer un dictionnaire. C'est-à-dire qu'ils ont numérisé massivement toutes les peintures des collections publiques britanniques, et ils ont dit, il faut que vous nous aidiez à taguer, à poser des tags sur ces peintures. Et donc, vous voyez, quand vous faisiez l'exercice, sur cette peinture, la figure avait une rose dans les cheveux, sur sa coiffe, donc vous tapez rose et on vous donne différentes définitions de rose. Vous voyez, eux proposent déjà un dictionnaire en ligne et puis vous sélectionnez les termes. Alors, Vincent l'a évoqué, je conclurai par ça, nous avions fait une démarche similaire avec Joconde Lab, il y a maintenant aussi plusieurs années, je ne sais plus, mais ça remonte à assez longtemps. Et l'intérêt étant que, enfin, il y avait plusieurs intérêts dans Joconde Lab, il y en avait plusieurs, c'est qu'on prenait une partie des collections publiques françaises qui sont dans Joconde aujourd'hui et que grâce à un certain nombre d'équivalences qui sont dans des BPédia, des pages de BPédia, on obtenait une traduction automatique des contenus et dynamique des contenus, vous voyez, en haut, dans 14 langues, certaines étrangères aussi, le catalan, le basque, le breton, l'occitan. Donc, vous voyez, traduction dynamique, tous les termes que vous voyez qui sont en bleu, en fait, à partir du moment où on avait lié nos termes avec des pages de DBpedia, donc il fallait vraiment que ce soit une définition identique parce que sinon on avait des effets de bord dans la traduction, mais à partir du moment où vous aviez un terme peinture, par exemple, ben, vous faisiez l'équivalent, enfin, vous faisiez le lien vers la page DBpedia et dans la mesure où il y avait une page DBpedia en allemand, ben, automatiquement vous aviez Malerei. Et donc on avait voulu aussi faire un test de permettre de poser des tags avec les communautés. Et l'intérêt aussi, c'est que les personnes pouvaient poser des tags. Vous voyez, là, j'avais fait l'exercice, je pouvais poser des tags en allemand. Je posais mon tag en allemand et moi, je le récupérais en français. Enfin, un Allemand posait le tag en allemand et moi, je le récupérais en français. Donc, vous voyez, on était vraiment dans une ouverture très, très large. Alors, simplement, c'était une expérimentation qui, à mon sens, était extrêmement positive. Il se trouve que je ne perds pas l'espoir qu'un jour, ce genre d'expérimentation puisse être vraiment mise en œuvre de manière industrielle, si vous me permettez ce terme, sur la base de données. Nous avons gardé tous les liens et je ne désespère pas de faire que ça devienne possible parce que le patrimoine de nos musées dépasse simplement le patrimoine de la France. On a un patrimoine qui va de la préhistoire à nos jours et qui passe par à peu près toutes les civilisations du globe. D'où, et ça avait été vécu comme ça d'ailleurs, je condamne la restitution d'une partie des collections à l'étranger, y compris à des communautés étrangères, et puis aussi de co-construction de connaissances à l'échelle. Alors, vous voyez qu'on est extrêmement ambitieux, on était extrêmement ambitieux, mais je pense qu'il faut être ambitieux dans la vie de co-construction de la connaissance à l'échelle planétaire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.